Je vous présente aujourd'hui notre 443e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, suite à un malaise lors des commémorations du 11 septembre à New York, la candidate démocrate Hillary Clinton faisait savoir qu'elle souffrait d'une pneumonie. Quel est votre avis et selon vous, devrait-elle rendre son tablier? Écoutez, je ne suis pas un médecin, je ne peux pas savoir si les quintes de toux de Madame Clinton étaient d'origine pulmonaire ou bronchique ou autre. En l'occurrence, ça a démontré une relative faiblesse physique qui, dans ce genre de profession, qui est extrêmement exigeante sur le plan de la performance physique, elle a subi là un handicap évident, une démonstration de sa faiblesse qui s'ajoute à un certain nombre d'autres qui se manifestent dans d'autres domaines, qui me font croire, et qui me faisaient croire dès le début, contre l'opinion de tout le monde, mais j'en ai l'habitude, que M. Plum sera probablement le président de la République américaine. Voilà ce que je crois, et en tous les cas, il est un meilleur candidat pour toutes les valeurs auxquelles nous croyons que Mme Hillary Clinton, sûrement. Mais alors, bon nombre de réfugiés sont repartis chez eux, en Syrie, en Afghanistan, en Irak ou bien même en Libye depuis l'Allemagne, pays hébergeant, afin d'y fêter l'Aïd el-Kébir, pour ensuite repartir dans un délai n'excédant pas 21 jours, renouvelable à souhait. Que signifie officiellement le statut de réfugié aujourd'hui, selon la Cour européenne? Écoutez, je dois dire que je suis bien incapable de vous en donner la définition. Ce que je constate, ce sont des phénomènes du type de celui que vous décrivez, à savoir que des gens viennent comme réfugiés et puis repartent en vacances chez eux pour revenir quand celles-ci seront terminées. Et tout ceci, bien sûr, aux frais de la communauté européenne, je pense, des pays européens. Si ça n'est que Mme Merkel qui paye, après tout, elle subit les inconvénients de sa prise de position. Ce n'est pas d'ailleurs la seule conséquence qu'elle subira. Il y en aura d'autres sur le plan politique, j'en suis sûr. Parce que justement, à ce propos, vous aviez des nouvelles encore de la marine italienne. Ah, écoutez, j'ai vu hier, je crois que c'est la marine italienne a sauvé, entre guillemets, 650, je crois, réfugiés sur des bateaux. Alors il s'agit là d'une opération que j'ai déjà dénoncée en accusant l'Italie d'une complicité dans l'invasion migratoire de l'Europe, puisque les bateaux de guerre italiens vont chercher pratiquement les candidats à l'invasion, ils vont les chercher sur la côte libyenne, à la limite des eaux territoriales. Il y a un scénario, ils ont des appareils assez sophistiqués sur le plan de la communication, et ils appellent immédiatement au secours. Et bien sûr, les bateaux italiens arrivent et les ramassent et les ramènent à Lampedusa, en Sicile, je ne sais où, mais en Europe. Mais alors dans ce cas-là, il faudrait que les Italiens les gardent, puisque c'est eux qui les accueillent, et bien qu'ils les gardent chez eux. M. Renzi fait ça, et prennent la responsabilité de ces actions. Mais malheureusement, je crois que l'opinion européenne et française ne prend pas encore aujourd'hui la dimension du phénomène migratoire massif qui menace l'Europe de submersion. Et il faut le dire, puisque c'est la vérité, à échéance de grands remplacements, comme dit M. Camus, Renaud Camus, qui l'a découvert le phénomène bien longtemps après nous, mais qui a tout de même eu le mérite de le proclamer. Et il est aujourd'hui persécuté, comme tous les gens qui disent la vérité, il est persécuté à cause de cette formule. Eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit. Je crois que c'est le maire de Béziers, M. Ménard, oui, qui a été pris à partie par la doxa décadente, parce qu'il avait dit que dans certaines de ces écoles, il y avait 92% de petits maghrébins. Et j'ai la confirmation de cela par exemple dans le Vaucluse, où il y a en gros 3 élèves sur 5 qui sont d'origine maghrébine. Et une de nos dirigeantes de cette région m'a signalé l'autre jour que dans le Vaucluse, il était arrivé 2000 migrants d'Amérique du Sud, recrutés pour les vignobles, parce qu'ils sont encore moins chers
que les Africains ou les Nord-Africains. C'est le jeu du mondialisme, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, nous allons, si nous ne mettons pas, non pas un frein, mais même un arrêt total du phénomène de l'immigration, nous allons être submergés. Nous sommes déjà en passe de l'être. Alors, Alcatel Alstom annonçait lundi l'arrêt de la production de locomotives à Belfort. Cela profile-t-il un nouveau Florange, selon vous? C'est probable, mais encore une fois, il faut savoir dans quel cadre on s'inscrit pour l'activité économique. Si c'est le cadre mondial, nous serons soumis évidemment à la concurrence mondiale et aux coûts très bas qui sont la conséquence de l'emploi sans garantie sociale de populations misérables. Si, comme je le crois, on doit dans certaines circonstances sauvegarder un certain nombre de productions qui sont stratégiques, si je puis dire, c'est le rôle de l'État de les imposer, mais pas à n'importe quelles conditions. Il y a aussi des termes du contrat à respecter pour que le contribuable ne soit pas la seule victime de ces opérations. Mais alors, qui était responsable, qui est concrètement responsable de cette situation? Et cette dite situation était-elle évitable, selon vous? Je crois que la direction d'Alstom a tiré la conclusion économique de ses ventes et a décidé de réduire la toile de ses instruments de production. En l'occurrence, où on est comme je l'ai dit, où on est dans ce système-là, où on est dans un système corrigé par le patriotisme économique. Alors, l'organisation du dispatching des migrants de la jungle de Calais s'est amorcée un peu partout en France. Partout, oui, sauf en Corse. Le gouvernement aurait-il plié face à la détermination de nos amis de l'île de Beauté? Je crois que c'est possible, ce serait un excellent pronostic. J'accuse l'opération qui est initiée par M. Cazeneuve d'être un piège. En effet, il est évident que la jungle de Calais deviendra un réservoir dans lequel on puisera des contingents que l'on va distribuer dans toute la France. On nationalise en quelque sorte la jungle de Calais, on l'étend à l'ensemble du pays, parce qu'au fur et à mesure qu'on videra la jungle de Calais, elle se remplira, et M. Cazeneuve continuera à faire sa distribution. Je crois qu'elle se heurte d'ailleurs à des oppositions très nettes, en tous les cas d'un certain nombre de maires, et je pense qu'il faut s'opposer à cette politique et déterminer clairement un certain nombre de principes. Non au droit du sol, non au regroupement familial, non au maintien sur le territoire de gens qui y sont entrés illégalement. C'est un minimum, et je pense que s'il n'y a pas une majorité qui se dégage en faveur de cette politique, eh bien je crois que nous sommes perdus. Et alors l'organisation, pendant ce temps-là, donc, des prisons, s'opère avec Valls, qui se lance dans la course à la construction de prisons, justement, avançant le chiffre d'un budget de 3 milliards d'euros. Est-ce un coup de bluff préélectoral, selon vous? Et deuxième question, qui pourra financer? Oui, c'est un coup de bluff électoral, c'est sûr. Qui financera? C'est tout naturellement le budget de la justice, normalement, qui devrait le financer. Mais je me permets de rappeler, mais on dira que je radote, mais c'est la politique, c'est un art de la répétition. Donc, je répète qu'en 2002, la campagne de 2001-2002, je demandais que l'on mise en construction, dans les années qui viennent, 100 000 places de prison, qui étaient rendues nécessaires par l'augmentation de la population, par la différence de qualité sociologique, puisqu'une grande partie des gens qui ressortissaient à l'activité pénitentiaire venaient de l'étranger et n'avaient pas tout à fait les mêmes mentalités, mais les mêmes comportements que les Français de souche, puis-je dire, et puis pour remplacer un certain nombre de prisons dont la vétusté était scandaleuse. Donc c'était cela le programme, c'était sain. Et parce que nous avons actuellement, je crois, 15 ou 20 000
détenus qui sont en surplus dans les prisons, créant des conditions d'insécurité très graves pour le personnel pénitentiaire et aussi, il faut bien le dire, pour la correction que l'on peut attendre, au sens littéral du terme, des gens qui sont détenus pour essayer de les réinsérer plus tard. Mettons aussi au banc de ces idées farfelues la réinsertion sociale qui se fait quelquefois dans des conditions qui font regretter aux honnêtes gens de n'être pas en prison, car elles sont beaucoup plus favorables que celles qui sont réservées aux travailleurs ordinaires. Oui, parce que en réalité, ce sont les maisons d'arrêt, donc les maisons qui sont destinées aux détenus qui n'ont pas encore été jugés, qui sont en préventive, qui sont absolument débordées. Je crois qu'ils sont 4 à 5 par cellule qui, normalement, devraient être occupées par deux personnes. Donc, quel est l'intérêt de continuer comme ça? Ce que je crois, c'est qu'on ne veut pas sauter le pas, qui consisterait à construire des prisons à l'air, si j'ose dire, ce sont des camps. Mais alors évidemment, là, immédiatement, se dressent les furies comment dirais-je, de la communication. Oui, avec des baraquements, qui soient gardés de telle manière que les gens ne sortent pas, qui peuvent être beaucoup plus modernes, beaucoup plus saines que ne le sont beaucoup de nos vieilles prisons. Mais ça, on n'osera pas le faire, même si le besoin se fait sentir compte tenu de l'état de guerre, entre guillemets, dans lequel nous sommes, d'après M. Valls et quelques autres, et qui nécessite la mise hors d'état de nuire d'un certain nombre de gens, hélas de plus en plus nombreux, comme on peut s'en douter. Bien, alors, 3 collégiens de 15 ans ont été arrêtés à Paris pour tentative d'attentat terroriste en moins d'une semaine. Le procédé consistant à manipuler les jeunes gens, est-il récent? Les jeunes gens, ce sont même des enfants, là. Oui. Ils ne sont même plus des jeunes gens. Des ados. Parce que maintenant, on est jeunes gens jusqu'à 50 ans, donc alors... Bon. Ce sont des... Mais des 15 ans, c'est l'âge des engagements fous. C'est l'âge des dévouements inconsidérés. On a envie de jouer un rôle, on veut être dans le coup en quelque sorte. Et il est bien évident que nous sommes très mal défendus contre l'extension de tels agissements, bien sûr. Et nous devons les prendre en compte, et ceci tient quand même au fait de la masse énorme d'étrangers qui est entrée dans notre pays depuis 40 ans, et ceci est de la responsabilité aussi bien de la droite que la gauche, avoir accepté l'entrée sur la base de 300 000 étrangers par an depuis 40 ans, et constitue en effet une véritable poudrière, et nous allons devoir faire face à ces situations. La présentation du parti politique Civitas se déroulera cet après-midi à Paris, à l'occasion d'une conférence de presse présidée par son président Alain Escada. Qu'en pensez-vous, Président? Écoutez, permettez-moi d'attendre que M. Escada ait fait connaître son programme pour que je puisse porter un jugement sur lui, même si la sympathie me porte à trouver son initiative après tout sympathique. Alors je vous remercie infiniment. Nous avions promis que oui. On parlerait des livres que j'ai lus pendant les vacances, mais je dois dire que j'étais au Parlement européen pendant ces jours-ci. Je n'ai pas eu le temps de faire la recension et le petit commentaire qui devrait accompagner chacune de mes lectures pour qu'elles aient un certain sens, non pas que je veuille diriger la lecture de nos amis, mais pour leur signaler un certain nombre d'ouvrages qui me paraissent intéressants, même si quelquefois j'en lis qui sont parus il y a déjà de nombreuses années, mais qui méritent d'être relus quelquefois. Bien, alors vous vous engagez sur parole, donc à y consacrer du temps la semaine prochaine. Absolument. Bien, alors je vous remercie. Nous nous revoyons la semaine prochaine. Au revoir.